longueur de pas, cadence et walk ratio. Pourquoi la vitesse ne lui dit-elle pas tout? La vitesse de marche spontanée est une mesure bien connue pour évaluer les capacités fonctionnelles, et est souvent utilisée comme un indicateur du niveau de performance pour suivre l'évolution d'un patient. Chez les personnes âgées, par exemple, la vitesse de marche est un indicateur cliniquement significatif de l'état de santé. En raison de fortes propriétés clinimétriques, pour prédire l'état de santé et le déclin fonctionnel futur, la vitesse de marche a été associée au taux de survie chez les personnes âgées de plus de 65 ans non institutionnalisées. Elle a donc été proposée comme un sixième signe vital, l'un des signes les plus importants indiquant l'état des fonctions vitales du corps, comme la température ou le pouls. Toutefois, lorsque l'on analyse la vitesse de marche, certains points doivent être gardés à l'esprit. Tout le monde a une vitesse de marche spontanée préférentielle, ou plutôt une zone de confort déterminée à plus ou moins 1 km/h, où il n'y a pas de différence significative dans le coût énergétique. Nous pouvons indiquer une gamme de vitesses comprise entre 4,3 et 5,8 km/h, soit entre 1,2 m par seconde et 1,6 m par seconde pour les adultes en bonne santé. Être capable, si nécessaire, de modifier de manière significative sa vitesse de marche affecte la capacité d'un sujet à s'adapter à différentes situations qui peuvent être rencontrées au cours de la vie quotidienne. Par conséquent, la différence de vitesse entre l'allure spontanée et l'allure rapide peut ainsi être considérée comme un marqueur des réserves fonctionnelles d'une personne et de son adaptabilité. La vitesse représente la performance globale de la marche, la variable la plus facile à enregistrer. Elle peut simplement être calculée comme la distance parcourue divisée par le temps requis. Cependant, c'est aussi le produit de la longueur de pas, ou d'enjambée, et de la cadence. Par conséquent, la taille, et plus précisément la longueur des membres inférieurs, a évidemment une influence. Ces paramètres doivent donc être normalisés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'un suivi à long terme, chez l'enfant, ou pour la comparaison d'un patient avec des données normatives. Cela fait déjà un certain temps que l'intérêt de la mise à l'échelle des variables est connu et vérifié. La lettre à l'éditeur bien connu DAT-OFF, publiée dans le 4e numéro de Gait and Posture, date déjà de 21 ans. Cela n'a malheureusement pas conduit à une utilisation réellement accrue de la normalisation. Dans un tout nouveau chapitre, publié dans le Handbook of Human Motion, à paraître en 2018, Hoff donne plusieurs raisons à cela. L'une d'elles est que très souvent, les données du patient doivent être comparées aux données normales de sujets asymptomatiques, normes qui ont été collectées dans le passé, lorsque la mise à l'échelle n'était pas habituelle. Une autre raison tient au fait que les concepteurs des logiciels utilisés ont tendance à être conservateurs dans les formats de sortie, ce qui est compréhensible compte tenu des dépenses de reprogrammation et des attentes des clients. Peut-être que c'est aussi mentalement plus facile de se représenter ce que représente 1 mètre par seconde plutôt que des variables adimensionnées. Par conséquent, la mise à l'échelle des données reste avant tout la prérogative des chercheurs et des cliniciens qui souhaitent pouvoir publier. Étant donné que la vitesse de marche dépend de la longueur de pas et de la cadence, il est possible de produire une même vitesse via plusieurs configurations, allant de petits pas rapides à de longs pas lents. Cette figure représente la longueur de pas en mètres, en fonction de la cadence de marche exprimée en pas par minute. Chaque ligne bleue correspond à une vitesse différente et met en évidence qu'une infinité de configurations, longueur de pas, cadence, peut mener à la même vitesse de marche. Le cercle vert indique la gamme de vitesses que l'on peut observer chez des adultes sains, ainsi que la configuration normale pour y arriver. En d'autres termes, si comme indiqué précédemment, des adultes asymptomatiques se déplacent à environ 1,2-1,6 mètres par seconde, aucun ne le fait en faisant de très grands pas à faible fréquence ou en faisant des très petits pas à haute cadence. D'autre part, alors que la cadence augmente linéairement avec la vitesse, la longueur de pas, comme la longueur d'enjambée, qui est davantage contrainte par l'aspect physique, augmente de manière logarithme, évoluant fortement à faible vitesse, mais se stabilisant à des vitesses plus élevées. Ainsi,
Se contenter de la vitesse de marche n'est pas suffisant pour analyser correctement la progression d'un sujet au fil du temps. Mais pourquoi la configuration de longueur de pas et cadence est-elle également importante? La vitesse de marche préférentielle chez les adultes sains est très proche de celle qui minimise la dépense énergétique par unité de distance. Mais ceci est juste seulement si la cadence de pas est également librement choisie. Zarroug et Radcliffe ont montré que cette fréquence de pas préférentielle est celle qui nécessite la moindre consommation de dioxygène, quelle que soit la vitesse. Toute autre cadence contrainte, pour la même vitesse de marche, augmente le coût en dioxygène par rapport à celui requis pour une cadence non contrainte. Il est intéressant de noter que plusieurs études ont démontré en outre que le maintien du rapport entre la longueur de pas et la cadence de pas était optimal en termes de consommation d'énergie par distance. Voir notamment les études réalisées par Nagasaki et Sekiya. Ce rapport, nommé Walk Ratio, représente la relation entre l'amplitude et la fréquence de mouvement des jambes, et est calculé comme la longueur de pas moyenne divisée par la cadence. Chez les adultes témoins, il est relativement invariant dans une gamme de vitesses allant de lent à très rapide, c'est-à-dire qu'il est indépendant de la vitesse. Si certains chercheurs ont constaté que le walk ratio était plus élevé à des vitesses de marche très lentes qu'à vitesse préférentielle et à vitesse rapide, la fiabilité test-retest du walk ratio est bonne. Sur le graphique précédent, nous avons ajouté des lignes rouges qui représentent chacune une valeur de walk ratio différente. Un walk ratio identique signifie que quelle que soit la grandeur de la longueur de pas et de la cadence, leur proportion relative est toujours la même. Ainsi, on peut présenter un même walk ratio tout en marchant à des vitesses de marche différentes. Prenons quelques instants pour vérifier l'indépendance du walk ratio vis-à-vis de la vitesse. Un jeune adulte a marché à différentes allures, allant de très très lent à très très rapide. Bien que la vitesse ait augmenté linéairement au travers des conditions, vous pouvez voir sur le graphique de droite que le walk ratio est resté borné entre 0,53 et 0,55, démontrant que la configuration entre la longueur de pas et la cadence n'a pas varié. Marcher avec un walk ratio invariant serait ainsi optimal en termes de dépense énergétique, de variabilité temporelle, de variabilité spatiale et de demande attentionnelle. Cette figure de Sekiya et collaborateurs reprend la représentation des différentes vitesses de marche et des différents walk ratios obtenus en fonction des longueurs de pas et des cadences. Les cercles concentriques illustrent la variabilité spatiale, représentée par l'écart type de la longueur de pas. Plus ces cercles s'éloignent du centre, plus la variabilité est importante. Ainsi, il apparaît clairement que la variabilité augmente pour une vitesse plus faible et pour une vitesse plus élevée que la vitesse de marche préférentielle. Ainsi que lorsque le walk ratio diminue, c'est-à-dire que la cadence est trop élevée par rapport à la longueur de pas, ou lorsque le walk ratio augmente, c'est-à-dire que la cadence est trop petite par rapport à la longueur de pas. Cela semble intéressant, mais comment pouvons-nous transférer le walk ratio à l'évaluation clinique de la marche? Et premièrement, qu'en est-il de la littérature? Tout d'abord, alors que la vitesse de marche peut être réduite du fait de plusieurs raisons, comme la fatigue, la perte de confiance ou l'ajout d'une charge cognitive, le walk ratio étant indépendant de la vitesse de marche, il permet de discriminer les effets des interventions thérapeutiques sur la coordination de la marche, hors effet de la vitesse. Par conséquent, il pourrait s'agir d'un paramètre particulièrement intéressant pour le suivi longitudinal d'un patient, en particulier lors de la rééducation, et fournissant des informations sur l'organisation rythmique de la marche. En effet, le walk ratio donne un aperçu de la coordination temporelle et spatiale. La pathologie est susceptible de diminuer la longueur des pas, ce que le patient peut tenter de compenser en augmentant la cadence, et si la compensation est insuffisante, la vitesse sera également réduite. Quelle que soit la vitesse, un tel modèle conduira à un plus petit walk ratio que la norme. Cela suggère que les écarts par rapport aux valeurs typiques du walk ratio peuvent aussi révéler un certain degré d'anomalie de la marche. Dans les publications, on retrouve un walk ratio diminué chez les personnes âgées en comparaison à de plus jeunes adultes,
et le walk ratio a tendance à diminuer avec l'âge. Il diminue aussi chez les patients atteints de la maladie de Parkinson lorsque la gravité de leurs symptômes augmente, de même que chez les patients atteints de sclérose en plaques. Le risque de chute augmente chez les personnes âgées qui démontrent une plus grande réduction du walk ratio lorsqu'elles marchent à vitesse rapide, tout comme il augmente chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Les études réalisées sur des sujets cérébro-lésés après AVC ont montré un walk ratio diminué chez ces patients et augmentant après un programme de rééducation. Dans une étude de la locomotion chez des patients atteints de la maladie de Meniere, avant et à 1 semaine, 1 mois et 3 mois après une neurotomie vestibulaire unilatérale, Borel et ses collègues ont démontré la possibilité d'utiliser le walk ratio pour documenter la récupération du patient pendant la marche yeux ouverts et pendant la marche yeux fermés. Si le walk ratio est bien souvent réduit chez les patients, il est également possible de trouver dans certains cas des valeurs augmentées. Menz et ses collaborateurs ont identifié une augmentation du walk ratio chez des adultes sains marchant sur une surface irrégulière en comparaison à la marche de niveau. Cela en raison d'une cadence réduite et d'une longueur de pas accrue observée dans cette condition. Les auteurs expliquent qu'il est probable que le maintien de la stabilité ait préséance sur l'efficience lors de la marche dans des conditions difficiles et que cela justifierait une telle stratégie. Lorsque les patients utilisent des aides à la marche, en particulier un déambulateur sans roue ou une canne, ces supports aident à maintenir une certaine longueur de pas, tandis que la cadence est souvent plus affectée. Cela peut conduire à un walk ratio augmenté, alors que les déambulateurs à roues, souvent appelés rollators, tendent à l'effet inverse, en favorisant une plus grande cadence et de petits pas, et donc un walk ratio réduit. Par conséquent, les cliniciens doivent être attentifs lors du suivi d'un patient qui change de dispositif d'assistance pendant la rééducation ou ne l'utilise plus. Dans cet exemple, nous découvrons le walk ratio d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson durant une période off et marchant avec une canne ou un déambulateur à roues. Comme nous venons de le mentionner, les deux aides de marche conduisent à des walk ratios diamétralement opposés. Pour une même vitesse d'environ 0,4 mètres par seconde, la marche avec canne induit un walk ratio élevé, alors que la marche avec rollator induit un faible walk ratio. Enfin, peu d'études ont examiné le walk ratio chez les enfants, mais Hillman et ses collaborateurs ont démontré que le walk ratio normalisé se raffinait entre 7 et 11 ans. C'est-à-dire que la variabilité intra-sujet diminuait avec l'âge vers une configuration stable. Dans un travail de thèse, Arne Goel a présenté des données normatives pour le walk ratio et le walk ratio normalisé chez des enfants de 1 à 13 ans. Cette figure représente les moyennes et intervalles de confiance à 95% pour le walk ratio d'enfants de 1 an à l'âge adulte. Ces données, non publiées, proviennent du même échantillon de sujets que celui utilisé dans l'article de Goel et collaborateurs en 2016 et démontrent comment évolue le walk ratio chez les enfants et les adolescents. Comme vous pouvez le voir chez cet enfant de 1 an, marchant de manière autonome depuis seulement une dizaine de jours, les enfants primo-marchants se déplacent avec de petits pas à une fréquence élevée, induisant ainsi un très faible walk ratio. Dans ce nouvel exemple, nous suivons les changements pré-post-toxine sur le walk ratio d'un enfant paralysé cérébral. Alors que le walk ratio n'a que légèrement augmenté après toxine, il est sensiblement accru par l'utilisation d'orthèses de marche, celle-ci contribuant à l'allongement de la longueur de pas. Manipuler des résultats issus de la marche d'enfant réintroduit la question quant à savoir quel est le meilleur calcul pour le walk ratio. Une attention particulière doit être accordée à ce calcul car les valeurs de walk ratio changent en fonction des variables, des unités et de la normalisation. La première différence qui peut entrer en compte est le choix de l'unité de référence de la marche, qu'il s'agisse du pas ou de l'enjambé, respectivement step et stride en anglais. Ensuite, la cadence peut être exprimée en événements par minute ou par seconde,
tandis que la longueur de pas ou d'enjambée est généralement exprimée en mètres, voire parfois en centimètres ou en millimètres. Les variables peuvent être ou non normalisées selon les mesures anthropométriques du sujet et l'accélération de la gravité. En effet, la gravité doit être théoriquement prise en compte, mais même si vous enregistriez la marche d'un patient au sommet de l'Everest, cela donnerait des résultats sensiblement similaires. À garder en tête donc, pour le jour où vous aurez à comparer une marche terrienne à une marche martienne, la gravité étant 2,6 fois moindre sur Mars. Le choix de la distance utilisée pour normaliser, le plus souvent la longueur des membres inférieurs, a également une influence sur le walk ratio. Selon les plusieurs possibilités, il faut faire preuve de prudence lors de comparaisons avec des données issues de la littérature. Pour avoir à l'esprit une idée d'une valeur de walk ratio chez les adultes asymptomatiques, lors de l'utilisation de variables non normalisées, avec une longueur de pas en centimètres et une cadence en pas par minute, le walk ratio est compris environ entre 0,55 et 0,70 cm par pas par minute. En résumé, malgré sa simplicité, le walk ratio peut être vu comme un complément pour l'évaluation fonctionnelle de la marche des patients. Quand les autres paramètres de marche, cinématiques ou cinétiques, changent avec la vitesse, le walk ratio est indépendant de celle-ci. Par conséquent, pour le suivi, il fournit un index approprié du contrôle neuromoteur, quelle que soit la vitesse de référence et les incréments de vitesse associés au traitement. Attention toutefois, la marche ne saurait se réduire à un seul index, et il faut évidemment l'analyser dans toute sa complexité. Le walk ratio ne donne par exemple aucune indication sur la variabilité de la marche. Retrouvez ici toutes les références utilisées pour créer cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir la version complète d'un de ces articles.